L'invité de la grande interview, Alain Duret. Bonjour, chef économiste en chef France de Goldman Sachs Bonjour. France. Bonjour. Une semaine de banque centrale, véritablement. On est plongé dans la Fed, on y reviendra. Une passation de pouvoir à la BCE, symbolique. Hier, elle sera effective ce vendredi. Christine Lagarde prendra ses fonctions. On ne va pas refaire le bilan complet de Mario Draghi, même si finalement c'est le pendant pour trouver les chantiers véritables de Christine Lagarde. Christine Lagarde, héritière d'une politique monétaire, elle va devoir faire justement avec ce bilan où elle va devoir réinventer la politique monétaire de la zone euro. Alors, selon nous, chez Goldman Sachs Recherche, Christine Lagarde va s'inscrire dans la continuité de Mario Draghi. L'enjeu principal reste toujours le même, c'est atteindre la cible d'inflation. Aujourd'hui, on en est loin. Et selon nous, la BCE, même avec Christine Lagarde, n'aura pas d'autre choix que de rester accommodante. Elle va donc devoir faire avec ce... Bon, de toute façon, on imagine qu'il n'y aura pas de changement de cap de manière tout à fait brutale. Est-ce qu'on part vers un statu quo quand même, où elle va pouvoir mettre sa patte, mettre sa signature? Parce qu'il y a deux profils quand même totalement différents. Alors, oui et non, parce que d'abord, au niveau de ce qui a été décidé, du paquet de mesures qui a été décidé en septembre, ça met déjà un petit peu en vitesse de croisière cette accommodation de politique monétaire, puisqu'on réactive à partir du 1er novembre, ce vendredi, déjà les acté, achats. tout à fait. Voilà. Et puis, on a conditionné la fin du programme d'achat de titres avec les résultats au niveau de l'inflation. Selon nos perspectives, on est dans la situation où on va relancer les achats et on aura certainement des achats jusqu'à la fin 2021, puisque nous, on ne voit pas une configuration adéquate en ligne avec la stabilité, l'objectif de stabilité des prix de la BCE avant cette période-là. Donc on va rester dans une politique de long terme. On reviendra sur ces défis, sur ces chantiers. Est-ce que déjà, on a beaucoup mis en avant le profil politique, on lui a reproché sa formation peut-être, bon, qu'elle ne venait pas du même profil véritablement. Est-ce que le premier défi, ce ne sera pas de faire taire les voix discordantes au sein de la BCE, au sein des gouverneurs? Est-ce que ce n'est pas l'unité qu'elle va devoir véritablement asseoir? Alors, tout d'abord, je voudrais revenir sur ces dissensions. Selon moi, elles ne sont pas plus accentuées qu'elles ne l'étaient. On a toujours eu des dissensions au sein du Conseil des gouverneurs. C'est vrai que c'est plus facile avec un Conseil des gouverneurs unifié. Il y aura des questions comme la poursuite des achats, du programme d'achat d'actifs, la baisse éventuelle supplémentaire de taux d'intérêt qui vont marquer encore des différences au sein du Conseil des gouverneurs. Vous parliez d'avoir un style différent ou d'avoir sa marque. Bah, si vous regardez un peu l'historique de la BCE, chaque président a eu un peu sa marque, notamment au niveau de la communication. Ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'ici, avec Christine Lagarde sur la BCE et la nouvelle présidente de la Commission européenne, il va y avoir une convergence de vues qui va se focaliser sur la nécessité de continuer la réforme de la zone euro et notamment pour plus d'intégration. Indispensable donc cette réforme de la zone euro. Jusqu'où il faut aller? Comment il faut procéder d'ores et déjà? Alors, jusqu'où on peut aller, évidemment, on peut toujours parler d'un plan idéal. Oui. Il faut voir la réalité politique des choses. C'est que entre ce qu'on voudrait avoir et ce qui est possible et atteignable, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle, selon moi. La bonne nouvelle, c'est que même tous les sujets ou les projets, même qui fâchent, entre guillemets, à savoir plus de mutualisation du risque, une certaine forme de stabilisation, mécanisme de stabilisation pour permettre à des pays qui divergent économiquement de reconverger économiquement et de rejoindre la moyenne de la zone euro. La bonne nouvelle, c'est que tous ces dossiers-là, même s'ils créent un peu des tensions, sont encore sur la table et sont discutés. La moins bonne nouvelle, c'est que ça prendra du temps avant d'atteindre une décision et selon nous, à horizon de 2-3 ans, une décision et un accord sur une assurance de dépôt pour le système bancaire de la zone euro
assez large, donc qui compléterait l'union bancaire, est jouable, est atteignable. Après, il y a des questions comme mécanisme de stabilisation, notamment des émissions de nouveaux produits de financement pour des projets d'investissement très spécifiques. Outre cette réforme à mener, cette impulsion à donner, quel est pour vous le chantier, le véritable défi pour Christine Lagarde à présent? Atteindre la cible d'inflation. Et si on regarde un petit peu rétrospectivement, les 3 premières années du quantitative easing ont été compliquées pour la BCE et Mario Draghi, puisque les 2 premières années, on a eu de la consolidation budgétaire, et la 3e année, on a eu une certaine forme ou un début de stimulation budgétaire, mais surtout sous forme d'impôts qui, dans la plupart des pays, ont été épargnés. Un des objectifs, selon moi, inavoués ou plus ou moins avoués de la décision de septembre, c'est d'envoyer un signal fort au gouvernement en disant, voilà, en restant encore un peu plus longtemps accommodant, je crée un espace budgétaire qui pourrait être utilisé par vous sans mettre en danger la stabilité de vos finances publiques à court terme, et utiliser cet espace pour prendre des mesures qui stimuleraient la croissance potentielle à long terme et permettraient donc de relancer et de mettre la zone euro sur un redynamisme économique. Et je pense notamment à des investissements publics en infrastructure. Et donc je pense que là, c'est l'enjeu majeur. Et une meilleure convergence de vues entre la Commission européenne et la Banque centrale européenne peut certainement aider dans la discussion avec les gouvernements. Il faut convaincre désormais les États de prendre le relais de cette politique monétaire ultra accommodante? En tout cas, c'est le message qui a été assez clair, répété par Mario Draghi dans la dernière et la réunion de la conférence de presse de septembre. Maintenant, je pense qu'il serait illusoire de croire qu'on va avoir de la stimulation budgétaire à tout va, qui remettrait fondamentalement en cause tout le cadre de surveillance budgétaire qu'on a en Europe. Ça sera quelque chose qui sera un peu plus généreux que ce qui a été prévu dans les budgets des gouvernements, mais toujours avec cette idée que les règles restent en place et restent crédibles. Donc on aura quelque chose on aura probablement plus de stimulation budgétaire, mais ça sera un processus assez graduel et lent, ce qui, du coup, prolonge la période de nécessité de politique monétaire accommodante par la BCE. Une nécessité, prolongation, certes, mais est-ce qu'il y a encore les armes possibles? Est-ce qu'il y a de quoi, justement, porter cette politique monétaire accommodante? Alors, déjà, comme je le disais, on a acté la possibilité de baisser encore davantage les taux d'intérêt, puisque le mécanisme de protection des réserves, d'une partie des réserves excédentaires, permet d'aller un peu plus bas. Et de l'autre côté, on a réactivé le programme d'achat. Alors, effectivement, la question, c'est il y a beaucoup de paramètres que s'est imposé la BCE dans la manière dont elle achète les titres, notamment les titres souverains. Nous, nos calculs, c'est que réactiver les programmes d'achat à concurrence de 20 milliards par mois à partir de cette semaine jusqu'à fin 2021 est possible sans toucher, sans ajuster ces paramètres et ces contraintes que la BCE s'est mise dans le design de son programme d'achat, et en respectant un peu la répartition entre achat de titres d'entreprises corporate et achat de titres souverains qui avait été jusque-là, avait prévalu jusqu'à fin décembre 2018. Au-delà, très clairement, il faudra se poser la question de savoir si on doit continuer, qu'est-ce qu'on fera. Et je pense que notamment une des contraintes qui est l'émission d'émetteurs, c'est-à-dire que la BCE en gros s'engage à ne pas acheter par émetteur plus de 33% de son stock de dette, est probablement la première ligne de défense et d'ajustement que la BCE pourrait opérer si nécessaire. Oui, il faudra se poser la question parce qu'on parle déjà, il y a déjà des critiques sur les impacts négatifs de baisser encore et encore les taux. Oui, alors oui, tout à fait. C'est souvent lié à la profitabilité des banques. Moi, ce que je dis toujours à cette question-là, c'est
la crise financière nous l'a montré, il ne faut pas sous-estimer la capacité d'innovation des banques centrales. Lorsqu'elles ont besoin de faire quelque chose, elles le font et elles trouveront. Maintenant, sur la baisse des taux, le mécanisme de protection partielle de l'impact négatif des taux d'intérêt négatifs sur les réserves des banques et donc sur la profitabilité des banques, ça va alléger un petit peu le coût de l'environnement des taux d'intérêt négatifs sur la profitabilité des banques, mais ça ne va pas solutionner le problème de la profitabilité des banques, parce que ce problème-là, il est autre. Et notamment, il faut un meilleur ajustement des coûts, la structure de coûts et autres. Donc, selon nous, il y a encore de la marge pour la baisse des taux. Ce qu'il faut éviter, c'est de baisser trop les taux d'intérêt de manière à ce que finalement, ça devient tellement difficile pour les banques que la baisse de taux devient contre-productive dans le sens où elles augmentent leur taux d'intérêt pour les prêts à l'économie. Ce qu'on appelle en anglais le reversal rate. Ça, on a encore de la marge en Europe avant d'atteindre ce taux-là, mais c'est clair que de ce point de vue-là, la marge de manœuvre est probablement plus limitée du côté de la baisse des taux que du côté des achats de titres. On va changer de continent, mais avec les mêmes questionnements finalement, avec la Réserve fédérale américaine à la une aussi cette semaine, avec ce discours attendu. En fait, on attend beaucoup la conférence de presse de Jerome Powell demain soir plutôt que la décision assez actée, non, d'une nouvelle baisse de taux, n'est-ce pas ? Oui, alors c'est notre point de vue aussi, hein, notre recherche chez Goldman. S'attend à effectivement une baisse supplémentaire, une troisième baisse de 25 points de base. Selon nous, elle sera ultime, c'est-à-dire c'est ça, c'est le questionnement. Si la cohérence d'un ajustement de milieu de cycle, ce serait que ça s'arrête maintenant, que ce serait la dernière ? Voilà, tout à fait. Et on a regardé cette question d'assez près, et notamment au niveau du retournement et du ralentissement économique qu'on a eu au cours des derniers mois au niveau des États-Unis. On a comparé ça à toute une série de retournements de cycle qu'on a eu dans le passé. Et franchement, ça ressemble très fort à une pause de milieu de cycle qu'un signe avant-coureur de récession. Donc dans ce contexte-là, avec finalement un marché du travail qui reste encore assez performant, même si on a eu moins de croissance des créations d'emplois qu'attendu, une inflation qui reste modérée mais qui quand même est plutôt orientée à la hausse, ça serait assez naturel que ça soit la dernière hausse de taux. Et si on regarde les derniers indicateurs économiques que l'on a eus et qu'on essaye de les compiler dans un modèle pour prévoir la probabilité de récession, on ne dépasse pas les 24% de probabilité de récession au cours des 12 prochains mois. Donc plus qu'une troisième baisse serait étonnant. Donc Jerome Powell marquerait son indépendance, il ne pliera pas sous les attaques répétées de Donald Trump et sous le message politique cette fois, ni peut-être sous la pression des marchés qui s'étaient plutôt accommodés de ces baisses de taux. Non, mais je pense que c'est les fondamentaux économiques, et évidemment, il y a toujours en considération, et ça c'est aussi une sorte d'héritage, j'ai envie de dire, de la crise financière, c'est qu'il y a un peu un objectif implicite de stabilité financière. Donc il faut être sûr que l'orientation de politique monétaire soit bien comprise et bien digérée par les marchés, de manière à éviter de créer un autre problème. D'où, on va scruter véritablement la conférence de presse de Jerome Powell. Les mots sont importants, on l'a vu lors des précédentes sessions. Les mots sont importants, donc on verra ça dès demain pour la Réserve fédérale américaine. Et puis à suivre la passation de pouvoir officielle effective vendredi à la BCE pour Christine Lagarde. Merci Alain Duré, vous étiez l'invité de ces grandes interviews d'Ecorama. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.